Les mathématiques sont à l'origine de tout. La géométrie sacrée, la suite de Fibonacci ou encore le nombre d'or ne sont pas de simples symboles, mais des modèles mathématiques complexes qui structurent la vie en elle-même. Le nombre d'or, par exemple, aussi appelé phi, est une proportion qui se retrouve dans de nombreux objets naturels, et il est souvent associé à la beauté et à l'harmonie. On retrouve cette proportion harmonieuse dans la forme du crâne humain, dans la structure de certains coquillages comme l'ammonite et le nautile, mais également dans la forme des galaxies comme celle de la Voie lactée. Mais ça ne s'arrête pas là. Le nombre d'or régit également la forme de certaines feuilles, des fleurs, des fruits, des graines, des arbres, etc. Il est également présent dans la répartition des pétales sur une fleur, des rayons sur une fleur de tournesol ou encore des écailles sur un serpent. Mais le nombre d'or n'est qu'un modèle mathématique structurant une partie de la vie. Il en existe plein d'autres. Les structures fractales, par exemple, sont des formes géométriques qui se répètent à l'infini à différentes échelles. Elles sont présentes dans de nombreux objets naturels, comme les nuages, les flocons de neige, les côtes des continents, ou encore sur le chou romanesco. Cet exemple est le plus fascinant, car si vous regardez bien l'image, vous verrez que les motifs présents sur le chou romanesco se répètent à l'infini, devenant de plus en plus petits, mais en conservant tout de même les mêmes proportions. Et cette structure devient d'autant plus intéressante lorsqu'on plonge dans l'infiniment petit de notre monde. À l'échelle humaine, lorsqu'on regarde autour de nous, nous voyons le monde à notre échelle, on est d'accord. Mais lorsqu'on prend un microscope et qu'on zoome sur notre avant-bras par exemple, on se rend compte qu'il y a un nouveau monde, plus petit, mais ayant tous de même les mêmes proportions. C'est-à-dire que les êtres vivants qui vivent sur notre peau, soit les bactéries, ont une taille adaptée à leur environnement. Ils verront nos poils comme de grands arbres, notre peau comme de la terre pour nous, et les autres bactéries comme d'autres êtres similaires à eux. On se rend donc compte que dans l'univers, plusieurs mondes se répètent à des échelles infinies, tout en conservant certaines proportions, comme pour les motifs fractales présents sur le chou romanesco. C'est intéressant car on se rend compte qu'il y a différentes échelles de vie dans l'univers, qui semblent infinies. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'elles sont en correspondance. C'est-à-dire que chaque échelle de vie située sur un plan inférieur vont influencer celles se situant sur un plan de vie supérieur, et inversement. Les philosophes grecs appelaient ça le macrocosme et le microcosme. Le macrocosme est utilisé pour désigner le grand monde, soit l'univers, les planètes et les galaxies. À l'inverse, le microcosme signifie le petit monde, soit le monde des bactéries, des molécules et des atomes. Le principe de correspondance, c'est-à-dire le fait que chaque monde s'influence mutuellement, est un principe scientifique. C'est-à-dire que les bactéries présentes dans notre organisme, par exemple, vont influencer à notre échelle notre système digestif. De même, nous, à notre échelle, allons influencer la structure de notre planète Terre, puisque l'on vit dessus. À plus grande échelle, le Soleil, cette gigantesque étoile, contribue à la chaleur que nous recevons sur Terre, indispensable à notre survie. Et à encore plus grande échelle, la Voie lactée, la galaxie sur laquelle notre système solaire se situe, contribue également à notre survie. Alors en soi, si l'un disparaît, les autres seraient également affectés. Si notre galaxie disparaît, nous disparaîtrons également. Si le Soleil s'éteint, il est peu probable que nous survivons, de même pour les bactéries. Mais à l'inverse, si les bactéries disparaissent, il y a de fortes chances pour que nous aussi. Il est donc important de comprendre que le monde, la survie et le développement des espèces est un système complexe où tout s'entrelace. C'est pour cela qu'il est indispensable de développer un esprit de groupe et de ne pas être trop égocentrique. Car même notre bien-être interne ne dépend pas que de nous, mais également de notre environnement. Par exemple, à l'échelle microscopique, notre corps humain est composé de molécules. Ces molécules, une fois assemblées, structurent la forme de notre corps, tel que nous le percevons à notre échelle. En soi, notre corps n'est pas un bloc de chair, mais un ensemble de particules, soit de l'énergie. Et cette énergie, invisible à nos yeux, tout comme les bactéries et les atomes, est pourtant bien réelle. En avoir conscience, c'est être conscient. Être conscient que le monde ne se définit pas par ceux que l'on voit avec nos yeux, mais par ceux que l'on comprend avec notre esprit.
l'œil humain ne perçoit qu'une infime partie de la réalité. Scientifiquement, l'œil humain est conçu pour percevoir uniquement une partie du spectre électromagnétique, appelée lumière visible. Cette gamme s'étend du violet au rouge, mais il existe de nombreuses autres formes de lumière et d'ondes que nos yeux ne peuvent pas détecter. Par exemple, nous ne pouvons pas voir les rayons ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma ou encore les ondes infrarouges. De plus, notre perception est limitée à une échelle que nous pouvons observer directement. Nous ne pouvons pas voir les structures extrêmement petites comme les atomes ou les immenses structures comme les galaxies lointaines sans l'aide de technologies spécifiques. Lorsque la lumière visible atteint nos yeux, elle passe à travers la cornée, la pupille et le cristallin, qui focalise la lumière sur la rétine. La rétine, tapissée de cellules photoréceptrices, convertit cette lumière en signaux électriques. Ces signaux sont ensuite transmis au cerveau via le nerf optique. Le cerveau traite ces informations et crée les images que nous voyons. Cependant, il est crucial de se rappeler que cette représentation visuelle est juste une fraction de la réalité environnante, filtrée et interprétée par nos capacités sensorielles limitées. Donc ce que nous voyons avec nos yeux n'est pas la réalité dans sa globalité, mais qu'une infime partie de celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est que certains animaux ont des capacités visuelles qui surpassent les nôtres. Par exemple, certaines espèces d'oiseaux et d'insectes peuvent percevoir les rayons ultraviolets, et les serpents détectent la lumière infrarouge. Cette capacité à voir au-delà de la lumière visible leur donne un avantage dans la chasse ou la navigation dans leur environnement. Ces différences dans la perception visuelle illustrent la diversité des expériences sensorielles dans le monde animal et nous rappellent que notre vue humaine n'est qu'une perspective parmi tant d'autres sur la réalité. Cela explique peut-être pourquoi parfois nos animaux comme notre chat ou notre chien semblent voir des choses que nous ne voyons pas. On entend souvent dire qu'un chien ou un chat peut voir les fantômes. Mais en réalité, serait-il pas simplement juste capable de percevoir des énergies et lumières que nous ne percevons pas nous avec nos yeux? Lorsqu'on comprend cela, le spirituel devient de la physique, de la chimie et des mathématiques. Une illustration visuelle intéressante pour comprendre la structure de la vie est la suivante. Sur cette pyramide, on observe que la base de la vie est régie par les mathématiques. C'est-à-dire que tout est régi par les nombres, c'est la langue universelle de la nature. D'ailleurs, dans les projets d'intelligence artificielle, qui peuvent se résumer brièvement par le projet de créer une conscience, la structure initiale est composée de 0 et de 1. On sait que l'informatique est basée sur le binaire, c'est-à-dire sur l'utilisation de deux valeurs, 0 et 1, pour représenter des informations. Ces valeurs peuvent être utilisées pour représenter des nombres, des lettres, des symboles, ou même des concepts plus complexes. On retrouve cette idée dans la création des algorithmes, mais également dans l'interprétation des symboles anciens, notamment des codes Adinkra. Mais en soi, cela est intéressant car on comprend que l'univers est régi par les mathématiques. La symétrie est partout, sur notre visage, notre corps, dans la nature, mais également comme on a pu le voir avec le nombre d'or ou encore avec les structures fractales, les mathématiques sont les bases de toute création. Au-dessus des mathématiques, nous trouvons la physique. La physique émerge des principes mathématiques pour expliquer les forces et les lois qui régissent l'univers. Elle traite des lois fondamentales qui gouvernent tout, de la gravité qui maintient les planètes en orbite, aux lois de la thermodynamique qui régissent l'énergie et la chaleur. La physique quantique explore les phénomènes à l'échelle subatomique, tandis que la relativité générale d'Albert Einstein aborde la structure de l'espace-temps. Ces lois universelles sont les règles du jeu sur lesquelles tout le reste est construit. Ensuite vient la chimie, qui est née des lois de la physique. La chimie est l'étude des substances et de la manière dont elles interagissent, se combinent et changent. C'est la science des molécules et des réactions chimiques, allant des éléments simples aux molécules complexes qui composent les êtres vivants. La chimie explique comment les combinaisons de différents éléments créent les diverses substances et matériaux que nous voyons autour de nous, y compris les molécules organiques comme les protéines, les lipides, les glucides et les acides nucléiques. Elle explique également les processus biochimiques, comme la manière dont les hormones régulent le corps et comment les réactions chimiques transforment l'énergie en différentes formes. De la chimie émerge la biologie,
la science de la vie. La biologie étudie les êtres vivants, de la cellule unique aux écosystèmes complexes. Elle explore comment les organismes vivent, se reproduisent, interagissent entre eux et avec leur environnement. La biologie couvre une large gamme, incluant la génétique, qui étudie comment les traits sont hérités et modifiés. L'écologie, qui examine les relations entre les organismes et leur environnement, et la biologie évolutive, qui explore l'origine et le développement de la vie sur Terre. Finalement, au sommet de la pyramide, nous avons notre monde, un écosystème complexe régi par toutes les lois et principes des niveaux inférieurs. Cela inclut non seulement la nature physique et biologique, mais aussi les aspects sociaux, culturels et psychologiques de l'humanité. Notre monde est un système riche et complexe, tissé par les fils des mathématiques, de la physique, de la chimie et de la biologie, montrant comment ces disciplines s'entremêlent pour créer la réalité que nous expérimentons chaque jour. Ainsi, cette pyramide représente la structure interconnectée de la connaissance, où chaque niveau s'appuie sur les fondations du précédent, créant une image complète et intégrée de notre univers et de notre place en son sein. Et bien sûr, au-dessus de l'homme, la pyramide continue, il y a toujours plus grand. Par ailleurs, on ne sait pas à quel point cela s'étend et jusqu'où les mondes se superposent-ils. De nombreuses théories ont été faites à ce sujet, et une des comparaisons les plus saisissantes est celle entre les neurones dans le cerveau humain et la structure des galaxies. Lorsqu'on les observe, la ressemblance est frappante. Les deux structures présentent des réseaux complexes de filaments. Les neurones, avec leurs dendrites et axones, forment des réseaux de communication dans le cerveau, tandis que les galaxies sont connectées dans l'univers par des filaments de matière noire, créant une structure en toile d'araignée cosmique. Une autre comparaison intéressante est celle entre la structure cellulaire et les planètes. Certains théoriciens ont noté que le noyau d'une cellule, abritant l'ADN, ressemble à une planète avec son noyau central. De plus, les mitochondries dans les cellules, qui produisent de l'énergie, ont été comparées à des lunes en orbite autour d'une planète. Mais la théorie qui me semble être davantage intéressante, et en accord avec ce que l'on peut observer dans la nature, est le principe d'holofractographique, proposé par le physicien Nassim Haramein. Cette théorie suggère que l'univers est structuré de manière fractale, où chaque partie contient une image complète du tout. Selon cette théorie, les mêmes structures et modèles se répètent à toutes les échelles, des particules subatomiques aux structures cosmiques massives. Cette théorie, bien que spéculative, je précise, est très intéressante puisqu'elles offrent une autre manière de voir des similitudes entre le petit et le grand. Ce qui est d'autant plus intriguant, c'est que cette idée est connue depuis bien longtemps. On retrouve cette idée lorsqu'on remonte à l'Égypte ancienne, dans la philosophie hermétique, qui est une tradition ésotérique qui se fonde sur les écrits attribués à Hermès Trismégiste, un sage légendaire qui serait à l'origine de la magie, de l'alchimie et de la Kabbale. Ces écrits sont un ensemble de textes divers, dont certains datent de l'Antiquité grecque et romaine. Ces textes anciens sont axés sur l'idée que tout est interconnecté et que le microcosme, soit l'univers humain, est un reflet du macrocosme, soit l'univers cosmique. Et ce principe se définit par la citation suivante: « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Aujourd'hui, avec les connaissances que l'on a en physique, en chimie et en mathématiques, on se rend compte que cette idée est d'autant plus logique. Mais cette compréhension, bien qu'intéressante pour mieux comprendre l'univers, est surtout très intéressante pour apprendre à mieux se comprendre soi-même et à améliorer sa vie de manière générale. Pour mieux comprendre cet aspect-là, nous allons plonger dans la cymatique, et petit à petit, nous allons faire le lien entre l'invisible et le visible, entre les vibrations et la matière. La cymatique est une technique qui permet de visualiser les vibrations acoustiques. Elle est basée sur le principe suivant. Lorsqu'un son est émis, il crée des vibrations dans l'air, et ces vibrations peuvent être transmises à d'autres milieux, tels que l'eau, le sable ou le métal. En soi, les expériences de cymatique permettent de faire apparaître les formes des vibrations et de montrer leur influence sur la structure même de la matière. Sur cette expérience, où du sable est versé sur une plaque métallique, on observe que lorsque la plaque est vibrée à certaines fréquences, et fait également vibrer les grains de sable,
qui adoptent une forme géométrique particulière, c'est-à-dire que chaque fréquence révèle une forme complexe distincte qui se reflète sur la matière. Ce qui est fou, c'est lorsqu'on comprend que le son, soit les fréquences, sont donc capables de modifier la structure de la matière. Je le rappelle, le corps humain est également de la matière. Maintenant, penchons-nous sur une autre expérience. Sur celle-ci, on observe que le bol, une fois frappé, transmet également ses vibrations à l'eau, modifiant également sa forme. Expérience suivante, sur celle-ci, nous pouvons voir que lorsque ce scientifique fait vibrer son diapason et qu'il le plonge dans l'eau, celui-ci transmet instantanément sa vibration à l'eau lors du contact. Et pour finir, on peut voir sur cette expérience l'influence des vibrations de la musique sur la matière, qui modifie entièrement sa structure. Ici, on comprend que les fréquences, qui sont partout, contribuent à la structure même de la matière. Les fréquences ne se limitent pas au son que nous entendons. Elles sont partout, même si elles sont parfois imperceptibles à nos oreilles. Elles sont émises par toute chose dans l'univers, et elles sont présentes en permanence. Elles structurent la vie. Par exemple, les vibrations de la rotation de la Terre à l'heure actuelle, celles émises par les planètes, et celles créées par les micro-êtres vivants et les grandes structures de l'univers sont toutes des fréquences. Ces vibrations sont à l'origine des formes que nous observons dans le monde. De même que nos yeux ne perçoivent pas toute la lumière, nos oreilles ne perçoivent pas tous les sons. Nous ne pouvons donc pas nous fier uniquement à nos sens pour comprendre le monde qui nous entoure. Cela explique le fait que l'on retrouve ces formes géométriques complexes dans la nature, dans la structure des plantes, des coquillages ou encore des galaxies. Les fréquences structurent également la vie. Lorsqu'on comprend cela, on comprend que notre environnement a une influence majeure sur nous-mêmes, que les fréquences qui nous entourent ont une influence conséquente sur nous-mêmes, sur notre corps et sur notre mental. De même, lorsqu'un être humain parle, un processus complexe se déroule. Tout commence avec une pensée, une idée, qui est transformée en un signal dans le cerveau. Ce signal est ensuite transmis aux cordes vocales qui, par leurs vibrations, produisent du son. Ces vibrations créent des ondes sonores qui se propagent à travers l'air. Ces ondes sont des fréquences, des variations de pression de l'air, que notre oreille capte et que notre cerveau interprète comme des mots et des sons. Chaque son que nous produisons en parlant est donc une fréquence spécifique, se propageant comme une onde à travers l'environnement. Les mots que nous prononçons ne sont donc pas juste des sons, ils sont également des vibrations et des fréquences. Les expériences sur la cymatique que nous avons vues précédemment nous ont clairement démontré comment les fréquences influencent radicalement la matière. Cela illustre comment les vibrations sonores, et donc les mots, peuvent avoir un effet direct sur la matière physique. Cette connexion entre les fréquences sonores et la matière nous amène à considérer l'impact des mots et de la musique sur notre bien-être. Il est souvent avancé que des sons à certaines fréquences, comme 432 Hz, sont bénéfiques pour l'harmonie et le bien-être, ayant un effet harmonisant sur le corps et l'esprit. En effet, la neuroscience a établi des liens forts entre l'esprit et le corps. Un esprit sain peut influencer positivement la santé du corps et vice-versa. Ainsi, en cultivant des pensées positives et en s'entourant de sons et de musique qui nous sont bénéfiques, nous pouvons potentiellement améliorer notre bien-être global. Vos pensées et les mots que vous choisissez ont donc une importance cruciale, non seulement pour vous-même, mais aussi pour l'impact qu'ils peuvent avoir sur votre environnement et sur les autres. N'oubliez pas, les mondes inférieurs structurent le nôtre. Alors, si vous voulez manifester un changement dans votre vie, cela commence par changer votre état d'esprit. Car c'est votre état d'esprit, c'est votre mental qui va faire agir votre corps physique. Si vous êtes mentalement fatigué et démotivé, vous n'allez pas agir mais déprimé, vous ne serez pas productif. Mais à l'inverse, si vous vous fixez un objectif, vous l'écrivez sur une feuille noire sur blanc, vous pouvez l'atteindre. Si dès aujourd'hui, vous décidez clairement de prendre un bout de papier et un stylo et de noter noir sur blanc un objectif concret à atteindre cette année, après mûre réflexion bien sûr, vous l'atteindrez en vous donnant l'énergie nécessaire pour y parvenir. Ce qui est important avec le fait de le noter sur un bout de papier est que vous concrétisez votre idée. Vous renforcez votre image mentale. Car l'image mentale de votre objectif, c'est votre carte, c'est votre guide. Plus l'image mentale est claire,
plus le plan est précis. Si vous arrivez à visualiser dans votre esprit l'endroit exact que vous souhaitez atteindre, alors vous trouverez forcément le chemin pour y parvenir. Car si l'on regarde nos vies, ou même les créations extérieures, on observe que tout naît d'une idée. Les téléphones portables sont nés d'une idée, les ordinateurs sont nés d'une idée, l'intelligence artificielle est née d'une idée, même nous sommes nés d'une idée de nos parents. Donc si l'on souhaite concrètement changer quoi que ce soit dans notre vie, nous devons d'abord établir et créer ce changement sur notre plan mental. Et pour ce faire, nous devons nous créer une image mentale aussi réaliste que possible et agir chaque jour pour s'en rapprocher. Le doute ne doit pas être présent, ni la peur de réussir ou non, car lorsqu'on se fixe un objectif et qu'on décide de l'atteindre, on l'atteint à un moment donné. Cela prend plus ou moins de temps, mais toutes énergies concentrées dans une seule et même direction forcent la manifestation à se produire. C'est mathématique. Plus vous faites d'erreurs, plus vous vous relevez après des échecs, plus vous vous rapprochez de la réussite, car au fur et à mesure de vos échecs surmontés, vous en tirez des leçons et vous augmentez vos chances de réussir la fois suivante. C'est mathématique, c'est une question de probabilité. Au début, vous avez peut-être 5% de chances de réussir votre objectif, donc généralement vous allez échouer. Si vous vous arrêtez, effectivement vous avez échoué. Maintenant, prenons le cas où le fait d'atteindre votre objectif n'est pas une question, mais une décision, et que vous êtes bien déterminé à atteindre votre objectif. Point final. Alors, dans ce cas-là, vous allez essayer, puis vous allez échouer. La fois suivante, vous allez réessayer, et là vous aurez peut-être 10% de chance de réussir, mais vous échouez encore. La fois suivante, vous avez 40% de chance de réussir, mais vous échouez une nouvelle fois. Puis la fois suivante, vous avez 70% de chance de réussir, mais cette fois-ci c'est la bonne. Vous atteignez enfin votre but. Alors bien sûr, des gens réussissent du premier coup, d'autres au bout de 7 fois, mais ce n'est pas une course, c'est un marathon. Chacun avance à son rythme. En plus, généralement, tout le monde a toujours ses propres épreuves à surmonter, mais certains n'en parlent juste pas. C'est comme si vous essayez de déverrouiller un cadenas ayant un code à 4 chiffres. Vous essayez. Vous tournez dans le vide quelque temps. Puis, à un moment donné, vous entendez un clic, et ça se déverrouille. Mais ce cadenas ne se serait jamais déverrouillé tout seul. C'est votre action de vouloir et d'essayer de déverrouiller ce cadenas qui a fait que celui-ci s'est déverrouillé. C'est le principe d'action et de réaction. Sans action, il ne peut pas y avoir de réaction. À force d'essayer et d'avancer dans la même direction, vous déverrouillerez votre cadenas à vous, soit vous atteindrez votre objectif. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si celle-ci vous a été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous et aimez la vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.